Bonsoir Monsieur Césure. Bonsoir, monsieur Denmez. Vous êtes donc candidat aux élections législatives dans la 12e circonscription de la Seine-Saint-Denis. C'est ça. Est-ce que C'est vous tu- pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît, et puis nous expliquer vos motivations derrière cette candidature? Alors, la 12e circonscription du département 93, déjà, regroupe six villes, le Raincy, Montfermeil, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois, Vaujour et Coubron. Voilà, ce sont six villes qui sont représentées pour la 12e circonscription. Et effectivement, j'ai décidé de me présenter aux élections législatives, euh, grâce donc à la radio que j'ai ouvert, Radio Kardèche, et à qui j'ai accueilli pas mal de politiciens, en l'occurrence des maires, et ils m'ont donné envie de faire de la politique. Et quand j'ai vu ce qui se passe en France actuellement, au niveau des politiciens, les arrangements politiques pour sauvegarder leur siège et le besoin du peuple, pour moi, je ressentais que passer en second plan. J'ai dit non, ça, je ne peux pas laisser passer ça. Les élections législatives, c'est pour élire un député qui représente son peuple et l'État, et pas pour représenter son siège. Voilà pourquoi j'ai D'accord, décidé de me très bien. présenter aux élections législatives. Alors, est-ce que vous pouvez un peu présenter votre passé, votre parcours? Alors, je vais me présenter de façon assez courte. Je suis né en 1964, aujourd'hui j'ai 58 ans. Arrivé en France à l'âge de 9 ans, donc depuis 1972, je suis ici. Et père de deux enfants, et donc je suis technicien de métier. Et également donc animateur de radio, créateur de radio, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes et de me présenter et dans ma circonscription, et voilà, donner la chance. Et il y a une chose également qui est importante, je voulais signaler. Par ma candidature, il y a une chose qui a pesé également. Ça fait 60 ans que nous sommes ici en France. Nous sommes maintenant, nous faisons partie de la France. La France est notre pays, notre second pays, ou notre premier pays, tout dépend où on est né. Et je trouve qu'on ne s'implique pas assez dans la politique. Et si je peux donner l'exemple à d'autres personnes que moi pour venir se présenter aux élections législatives et même d'autres élections, s'impliquer dans ce pays qui nous nourrit, avec lequel on vit, bah, ce serait une chose formidable, ce serait une grande réussite pour moi. Une des autres raisons pour laquelle je me D'accord. présente. Très bien. Alors, est-ce que si ça vous convient, on va passer à vos propositions, à votre programme pour votre prochain mandat si vous êtes élu? Bah écoutez, avec très grand plaisir, et j'espère, c'est partant gagnant que j'y vais. Si j'avais pensé ne pas avoir de chance, je ne me serais pas présenté. Je pense que la circonscription où je me trouve, après avoir bien réfléchi, j'ai toutes mes chances, donc pourquoi pas. Donc on peut développer mes idées avec grand plaisir. Très bien. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par la première. Je lis votre programme. Vous indiquez que vous voudrez qu'il y ait une prise en charge de nos enfants à tous les niveaux, jusqu'à leur majorité, que c'est une de vos priorités et qu'une France forte doit privilégier son avenir. Est-ce que vous pouvez un peu plus détailler cette partie de votre programme, s'il Alors, vous plaît? oui, bien sûr, alors ça me fait plaisir qu'on commence par là. La base, pour moi, c'est d'abord la jeunesse, ce sont nos enfants, parce que l'avenir de la France dépend de l'éducation et de l'avenir de nos enfants. Avoir des enfants sains va faire des adultes sains, des sains, et ça va faire une France forte. Donc c'est pourquoi je trouve qu'en France, on est trop content de dire que on a la meilleure sécurité sociale du monde, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que bah, de plus en plus, bah, la sécurité sociale rembourse de moins en moins, je dirais même, qui fait que les médicaments, beaucoup de médicaments ne sont pas remboursés, ou on doit payer une petite part dessus. Les médecins, bah, il faut rajouter. Je ne parle même pas des spécialistes qui coûtent de plus en plus cher, et encore moins quand vous allez à l'hôpital vous faire opérer, les surcoûts sont très très importantes. Alors pour des familles qui n'ont pas forcément toujours les moyens, ben on se retrouve avec des enfants qui sont mal soignés. Des enfants mal soignés, fait qu'en fin de compte, quand ils arrivent à l'âge adulte, ben, ils ont des carences soit auditives, soit visuelles, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des lunettes, ou parce que leur santé n'était pas bonne et on n'a pas pu les soigner. Donc je propose la gratuité totale de tout ce qui concerne la santé pour tous les enfants jusqu'à l'âge adulte. Donc de 0 à 18 ans, les enfants seront pris à 100% par la sécurité sociale. Je trouve que c'est primordial pour la France d'avoir des enfants en bonne santé pour qu'ils commencent la vie adulte en bonne santé. D'accord. Alors, dans le même contexte, vous parlez de donner plus de pouvoir et moyens aux enseignants.
À Oui. quoi vous pensez plus précisément? Alors, vous avez dû certainement suivre les actualités. Euh, on voit ça tous les jours. Et déjà à mon époque, ça avait commencé petit à petit, où les enseignants qui enseignent à nos enfants à devenir plus cultivés ont de moins en moins de pouvoir et la société fait que les enfants sont de plus en plus perturbés et perturbants dans les classes. Et aujourd'hui, on peut rencontrer beaucoup d'enseignants qui arrêtent d'enseigner. Il n'y a plus assez d'enseignants en France parce qu'ils ne sont plus respectés dans leur travail. Ils sont complètement dévalorisés dans leur travail. Et il suffit que des enfants viennent perturber la classe, ben les enfants, enfin pardon, les enseignants, ben, n'ont pas grand-chose à dire. Et s'ils viennent dire quelque chose pour sanctionner un élève parce qu'il était trop turbulent, ben on se retrouve toujours avec des parents qui viennent sermenter l'enseignant. Et là, souvent également, la hiérarchie de l'enseignant ne suit pas les directives de l'enseignant, qui fait qu'on se trouve donc complètement, euh, comment vous dire ça, euh, Délaissé, abandonné? voilà, pas abandonné, mais dévalorisé dans son travail, hein. Et ça, c'est pas bon. Je veux donner du pouvoir aux enseignants. J'estime que l'enseignant, pour moi, c'est comme un pilote dans un avion. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui décide de la décision à prendre. Et c'est pas, disons, aux parents d'élèves ou à sa hiérarchie, qui ne soutient rarement l'enseignant, de venir dire ce que l'enseignant doit faire. Et dès lors que l'enseignant a pris sa décision de sanctionner un élève parce qu'il faut le bordel dans la classe, ben, sa parole doit être tenue et il doit être encouragé. Et surtout, on doit la soutenir, quelles que soient les réactions des parents, tout simplement. D'accord. Alors, dans un prochain point, je voudrais développer la partie des incivilités. Vous signalez que vous signalez votre volonté de combattre les incivilités. À quoi vous pensez? Quelles sont vos solutions? Alors, la transition est intéressante parce que je voulais dire quelque chose et du coup, vous me donnez l'occasion de venir dessus. Je vais revenir aux enseignants et également à l'incivilité. Quand on voit un enseignant qui donne une punition à un élève et que les parents viennent s'en prendre physiquement ou verbalement à l'enseignant, ça s'appelle vraiment de l'incivilité par rapport à l'enseignant. Et je souhaiterais que tous les parents qui viennent s'en prendre aux enseignants, quelle que soit leur raison, leur motif ou quoi que ce soit, on ne doit pas s'en prendre aux enseignants et j'aimerais qu'ils soient condamnés lourdement. Donc arrivons maintenant à l'incivilité. L'incivilité, elle nous pourrit la vie tous les jours, que ce soit dans nos quartiers ou ailleurs, l'incivilité vraiment nous pourrit la vie. C'est quoi l'incivilité? C'est par exemple, vous êtes en train de rouler, tout à coup une voiture qui s'arrête devant vous parce que la personne qui est dedans a rencontré un ami ou une amie et s'arrête en plein milieu de la rue et commence à discuter avec la personne qui est sur le trottoir. Je ne sais pas, il y a le téléphone, on peut l'appeler. Mais bloquer une route parce qu'on a rencontré quelqu'un sans penser ce qui se passe derrière, occasionner des gènes, je trouve que c'est inadmissible. Et également, dans les endroits où on met trop de musique et on bouche les passages des entrées des bâtiments ou quoi que ce soit, ben, tout ça, c'est de l'incivilité qui me gêne profondément. C'est pas grand-chose, c'est juste rappeler à toute personne que cette incivilité-là doit cesser, on doit se respecter. Le moment où on se respecte, l'incivilité diminue. D'accord, très bien. Et dans un prochain point, vous développez l'idée de lutter contre le sentiment d'insécurité. À quoi vous pensez? Alors, l'insécurité est pour moi, oui, alors, je pense que pour lutter contre l'insécurité, il faut en priorité lutter contre le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, elle est un petit peu partout. Le soir, maintenant, en France, dans beaucoup d'endroits, les personnes d'un certain âge, les femmes ou même les hommes, n'osent pas sortir dehors parce qu'ils ont peur de se faire agresser, n'osent pas être dans certains quartiers, dans certains endroits comme les gares à haute fréquentation, tout ça, parce qu'il y a ce sentiment d'insécurité. Dans notre circonscription, est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'insécurité? Oui, on peut le dire, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais le sentiment d'insécurité est très élevé, qui fait que ça gêne beaucoup. Et je souhaite d'abord lutter contre ce sentiment d'insécurité. Pour vous donner un exemple tout bête, j'ai croisé une dame d'un certain âge avec qui on était sortis, disons, on avait fait avec une association. Et donc je l'ai croisée au bord de route en pensant qu'elle allait rentrer chez elle tranquillement. Et de la gare à sa voiture, il y avait à peu près 100 mètres. Et pourtant, il n'y avait aucun danger à l'endroit où elle était. Mais elle avait une peur bleue. Elle avait pris son sac à main sur elle comme ça. Elle marchait très très vite. Et elle avait peur qu'il arrive quelque chose. Et elle avait ce sentiment d'insécurité qui l'avait envahi. J'étais là, je regarde autour de moi, il n'y avait personne. Mais elle avait peur. Donc, moi je pense que
je propose qu'on crée à certains endroits stratégiques dans notre circonscription ou même sur toute la France, parce qu'en tant que député, si je suis élu député, j'aimerais qu'à certains endroits où le sentiment d'insécurité est très fort, hein, comme les endroits de la gare ou certains endroits des cités, quoi que ce soit, on, on mette en place euh, des personnes, un peu comme, vous savez, dans les écoles, les passages piétons, il y a des papas et des mamans qui assurent la sécurité des enfants pour faire traverser les routes. Pareil, hein, c'est pas forcément des forces de l'ordre, ça peut être des personnes qui sont employées, qui sont clairement identifiées comme étant des personnes qui sont là pour le bien-être de la population, et ils seront là à surveiller ce qui se passe. Et cette dame-là, je reste convaincu que si elle avait vu cette personne-là qui était présente à cet endroit-là, bah, elle aurait dit, tiens, bah, s'il m'arrive quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui est là qui peut m'aider. C'est son travail. Et si ça va trop loin, il peut appeler la police parce que cette personne est en ligne directe avec la police. Et dans ce cas de figure-là, cette dame qui a traversé, qui avait une peur bleue de passer par là, bah, elle n'aura pas eu peur. Elle n'aura pas eu peur. D'une part, on aura lutté contre le sentiment d'insécurité et le fait qu'il y ait une présence humaine où on sait que cette personne-là est là pour régler, donc en gros, le sentiment d'insécurité. Et s'il y a un problème d'insécurité qui pourrait appeler la police, ben, de facto, l'insécurité diminuerait dans ces endroits-là, parce que les personnes savent que le moindre connerie, la moindre écart qu'ils feront, ils risquent d'avoir des sanctions immédiates. D'accord. Alors, si vous voulez bien, on passe au prochain point qui Bien est sûr, favoriser la retraite à la carte. Un sujet bien différent. Vous bien sûr. pensez à quoi quand vous pensez à la carte, à la retraite à la carte? Alors, la retraite à la carte, c'est le droit à chacun de choisir le moment où il décide lui-même de partir à la retraite. Aujourd'hui, je vous donne un exemple tout bête, hein. Vous avez travaillé, alors pour rappeler aux personnes qui nous écoutent, hein, la retraite aujourd'hui en France, c'est 62 ans, 167 trimestres de cotisation. On est bien d'accord. Bon, si j'ai fait mes 167 trimestres de cotisation et que je n'ai pas 62 ans, aujourd'hui je ne peux pas partir à la retraite. Je dois aller jusqu'au bout des 62 ans. Je trouve que c'est pas normal. Mais ce que je propose comme retraite à la carte, c'est très simple. On va garder ce qui existait déjà. Ça veut dire que vous avez 62 ans, vous avez fait vos 167 ans 167 trimestres de cotisation, vous partez à la retraite. Il n'y a aucun problème. La santé vous permet de continuer de travailler parce que vous êtes en pleine forme et vous souhaitez travailler. On garde le système actuel, on peut travailler plus longtemps avec une surprime à la fin. C'est une bonne chose. Maintenant, on arrive au système où vous arrivez à 62 ans et vous n'avez pas vos 167 trimestres de cotisation. Aujourd'hui, vous pouvez partir avec une décote. Ça aussi, on le garde. Ce qu'il y a de nouveau dans mon système, c'est de pouvoir partir à la retraite à 60 ans. Le cas de figure est simple. Vous avez à 60 ans fait valider vos 167 trimestres, et dans ce cas de figure-là, vous ne travaillez pas plus pour être à la retraite, vous avez fait vos cotisations, vos trimestres, donc vous pouvez partir à la retraite à 60 ans sans aucun problème, à taux plein. Si vous n'avez pas fait vos 167 trimestres et que vous souhaitez malgré tout partir à la retraite à 60 ans, avec une décote, bien entendu, vous pourrez partir à la retraite. Pourquoi c'est important pour moi ce point-là? Vous comme moi, autour de nous, on connaît plein de personnes qui, une fois arrivées à la retraite à 62 ans, ne vont vivre que quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et ils vont nous quitter. Qu'est-ce qu'ils auront profité de la retraite? Rien. Chaque personne sait en son âme et conscience que la vie a été plus ou moins dure. Les personnes où la vie a été moins dure et peuvent travailler plus longtemps, libre à eux, ils peuvent travailler plus longtemps, mais si vous arrivez à l'âge de 60 ans complètement épuisé, malade ou ce que vous voulez, et que vous avez des trimestres encore à faire, mais vous savez que vous êtes au bout du rouleau, vous ne pouvez pas les faire, ben j'aimerais donner la chance à cette personne de partir à la retraite, même avec une retraite minima, de pouvoir profiter de sa retraite pour le restant de ses jours. Et voilà, et comme ça, il pourrait jouir du revenu de ses cotisations, même si les cotisations viendront, bien entendu, par ceux qui payent aujourd'hui. Alors, un autre point intéressant de votre programme est d'instaurer un service civique de 3 mois minimum. À Ah quoi vous oui. pensez et c'est pour répondre à quel problème? Alors, le service civique de 3 mois minimum, obligatoire pour tout le monde, homme ou femme, jeune homme ou jeune fille, je trouve que c'est le primordial de notre société. Je trouve que ça a été une grave erreur de supprimer le service civique pour des questions qui m'échappent, certainement budgétaires.
Vous rendez-vous compte, le service civique avait énormément de bons côtés qu'on a oublié pour une question d'argent. Le service civique, par exemple, si vos enfants ou les miens avaient des lacunes arrivés à l'âge de 18 ans, le service civique essayait de repérer les personnes, les enfants qui étaient en difficulté et essayer de les aider pour les remonter un petit peu au niveau du niveau pour qu'ils soient bien. Ça permettait à nos enfants de différents horizons, différents lieux et différentes cultures de se recroiser sous le drapeau français et de se lier d'amitié, de faire des souvenirs de ce service-là. Ça encore, c'est pas le plus important. Ce qui est à mon avis le plus important, c'est que avant, jusqu'au service civique, on disait, ouais, j'ai le temps, après le service, je vais refaire ma vie, je vais travailler, je vais construire ma boîte. On se projetait, on pensait faire des enfants, on se projetait à l'âge adulte. Et on restait plus ou moins adolescent jusqu'au service civique, parce qu'après, il fallait que passer cette étape-là, ce que j'appellerais passer cette césure, c'est mon nom, ça tombe comme ça, tant mieux, et je privilégie. Donc faire une césure entre l'adolescence et l'âge adulte est une chose extraordinaire. Ça permet à chacun donc de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On voit une chose qui est un peu gênante, c'est que le gamin qui commence à 15 ans à jouer avec ses petits jeux, à 20 ans, à 30 ans, il continue toujours à se jouer avec ses petits jeux. Il y a plus cette césure de dire, voilà, après ça, je vais faire ça. Donc on continue dans son allée et la jeunesse vadrouille en allant de plus en plus loin et on se retrouve avec des adolescents pas encore mûrs, pas encore matures, à 30 ans et des poussières. Donc je trouve que une césure entre l'adolescence et l'âge adulte grâce au service civique est une chose formidable. Une dernière chose Mais également, alors, mais il n'y a pas que ça. Comment? est-ce qu'il s'agit d'une restauration du service militaire, en fait? Ben, c'est-à-dire que ce sera un mix. C'est pas vraiment le service militaire, mais on apprendra effectivement le maniement des armes. Aujourd'hui, par exemple, la guerre qui est entre l'Ukraine et la Russie, quel Français est capable de tenir une arme dans les mains? Si demain la France est attaquée, quel Français pourra dire je vais prendre une arme, je sais de m'en servir? La première balle qui va tirer, moi j'en ai tiré, je sais ce que c'est. La première balle qui va tirer, ben, il va se reprendre le pistolet sur lui ou autre, il va de faire des dégâts. Donc, à minimum, apprendre les maniements des armes, regarder les enfants qui sont en difficulté, regarder les enfants qui sont perturbés, qui foutent le bordel dans les vies pour essayer de le recadrer, pour dire voilà, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, donc remettre l'autorité aux personnes qui sont en manque d'autorité et qui sont complètement perdues. Voilà, donc c'est un peu le service militaire, mais pas au sens au longtemps. D'accord. Alors, dans un autre point de votre programme, vous évoquez l'idée de revoir le mode de prise en charge des équipements pour les personnes handicapées. À quoi vous pensez? À quel problème essayez-vous de répondre? Alors, je ne sais pas si vous avez autour de vous une personne avec un handicap. J'aime pas dire handicapé, mais plutôt le terme une personne avec un handicap. Une personne qui a fait un accident de la route, un accident de moto, ou une chute grave ou autre, on ne sait jamais, une maladie, et on l'a amputé d'une jambe ou d'une main ou d'un bras, ce que vous voulez. Aujourd'hui, la société, la sécurité sociale lui dit, voilà, vous avez perdu une jambe, on va refaire une jambe avec le service minimum, c'est-à-dire qu'on va pratiquement vous mettre, ils exagèrent un petit peu, hein, on va mettre un bout de bois qui va ressembler à une jambe et un petit peu à modeler, qui va, voilà, c'est juste ça. Il suffit que vous demandiez avoir un tout petit peu plus, dire voilà, j'aimerais bien que ma jambe ressemble à une jambe, que je puisse avoir des ongles à rigueur, dessiner des ongles, que je puisse, en tant que femme par exemple, mettre du vernis, que voilà, que ce soit pas un objet, mais j'essaie de l'intégrer à mon corps. Et là, on lui répond, ah non, vous pouvez pas. Si vous le faites, c'est vous qui payez, parce que ça, c'est du luxe. Mais quel luxe? La société, la vie déjà s'est acharnée sur ces personnes-là. On ne va pas aussi nous s'acharner contre eux. Ces personnes-là ne demandent pas souvent d'avoir le grand luxe, ils demandent juste un truc qui ressemble à ce qu'elles ont déjà de l'autre côté. Une main, une jambe qui ressemble à une main, une jambe. Donc voilà, ça je trouve que c'est inadmissible. Ensuite, quand vous prenez par exemple les fauteuils roulants, est-ce que vous avez regardé les matériaux pour les personnes qui ont un handicap, le prix que ça coûte? C'est affolant. On achète un fauteuil roulant, ça coûte pratiquement le prix d'une voiture basique. Comment on peut justifier ce prix-là? Où est la justification de ce prix? Donc je trouve qu'on devrait, peut-être pas réglementer, je suis un peu assez libéral, mais revoir le prix des matériaux qui sont destinés aux personnes qui ont un handicap, parce que je trouve qu'il y en a qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent sur la misère des gens. Alors, dans un autre point de votre programme, vous évoquez l'idée de mettre un véhicule à disposition
pour toute personne à mobilité réduite. À quoi pensez-vous? À quel problème voulez-vous répondre? Alors oui, je ne veux oublier personne. Je veux qu'en France, le bien vivre en France, on le réinstaure. Je veux pas que des personnes restent, arrivent à un certain âge, devant leur télé quatre murs et ne sortent pas. Et ils attendent la mort. Ils connaissent tous les programmes télé par cœur, ils sont lobotomisés et ne rencontrent personne. Les enfants sont parfois loin ou ne s'en occupent pas ou autre. Et ces personnes-là, même pour aller faire leurs courses, ils sont dans une misère. Bien entendu il y a des systèmes qui existent pour les aider. Bien entendu qu'il y a déjà des minibus qui existent une fois par semaine, par exemple. On va les prendre, aller faire vos courses. Et puis à celle heure vous devez sortir, vous revenez. Et après, pendant une semaine, vous sortez pas de chez vous. Je veux être humain. Je veux être humain avec les Français. Ils le méritent. Vous avez par exemple un handicap, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à marcher correctement, vous ne pouvez pas vous déplacer, ou vous avez un certain âge, et vous pouvez vous déplacer, mais je parle bien des personnes, je ne parle pas des personnes qui sont valides, je ne parle pas des personnes qui sont alitées, je parle des personnes qui sont concernées entre les deux. Voilà, qui peuvent marcher, mais qui n'ont pas les moyens, pas la position physique, par exemple, de le faire. Donc, je propose de mettre un service où il suffit d'un simple appel téléphonique. La mairie, j'insiste bien sur le fait que ce soit la mairie, vous envoie un chauffeur qui vient chez vous et qui vient vous déposer soit dans un magasin à l'heure de votre choix pour faire les courses, soit allez vous laisser au parc, parce qu'autour de nous il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de forêts, mais les personnes sont enfermées chez eux, ils n'arrivent pas à les voir. Donc faire un petit tour au parc, ça ira un peu l'esprit, ou voir des amis, et puis le ramener chez eux. Voilà. Et ce service ne coûtera pas cher, parce que dans toutes les mairies, vous avez déjà des personnes, des véhicules, et vous avez également des chauffeurs qui sont déjà là. Donc le chauffeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de travailler, un coup de fil, il laisse son travail, il va s'occuper de cette personne. Une fois qu'il a déposé, il revient et continue son travail. Voilà, ça ne va pas coûter plus cher. C'est une façon de mise en place assez simple. Bon, on va peut-être un petit peu galérer au début pour que ça colle, mais je suis sûr qu'il n'y aura pas d'exagération. Parce que moi, si je donne cet exemple-là, c'est que je l'ai vu dans un autre pays. Si vous me permettez, j'aimerais donner cet exemple-là. J'ai un ami dans un autre pays, je ne citerai pas lequel, et qui a un handicap. Il boite, il n'arrive pas à marcher très très bien. Bon, il me dit, Barry, je m'appelle Barry Césure, il me dit, ça te dirait de visiter la ville, tu vois, ça a beaucoup changé. Ben, je dis, écoute, je veux bien, oui, on va prendre un taxi. Non, 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 pas la peine, attends, j'appelle. Il appelle la mairie, oui, bonjour, il donne son nom. Ah, bonjour, comment ça va? Écoute, j'ai besoin d'une voiture j'ai un copain qui vient d'arriver d'étranger, j'aimerais bien lui faire visiter la ville et tout ça. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais c'est serviable comme pas possible. La personne arrive au bout de 15 minutes, il nous prend, il me dit, vous voulez aller où? Non, juste une petite visite dans la ville. C'est rien d'autre. Et on a fait cette visite dans la ville, il nous a déposé. Est-ce que je dois quelque chose? Non, rien, c'est gratuit. Et là, rendre ce service-là, ça peut paraître du luxe, mais cette personne-là était fière de se promener avec un ami, de vivre, de partager quelque chose avec un ami et de lui dire, voilà, je suis peut-être en difficulté, mais on s'occupe de moi. Ça, c'est super important. Voilà. Dans un autre point de votre programme, vous voulez proposer des nouveaux modes de transport en commun dans les zones mal desservies. Vous pouvez apporter des précisions, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Alors, toujours à l'étranger, ça marche, parce que nous, en France, on est toujours en train de regarder notre nombril, mais dans d'autres pays, il y a d'autres systèmes qui existent. Aujourd'hui, par exemple, dans notre circonscription, on a de la chance, on a le train, le métro vient d'arriver, pardon, le tramway vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, on a les bus, bien entendu, et avec le Grand Paris, le métro arrive aussi. Bon, mais ce sont des lignes qui sont un peu espacées et fixes. Il n'y a personne qui rentre dans les quartiers, dans les rues adjacentes. Donc je propose une sorte de taxibus. Ça veut dire quoi? Vous prenez une voiture quelconque, hein, 5 places, et c'est un peu comme les chauffeurs Uber ou pas, mais qui ont un point A et un point B qui est défini. La seule différence qu'il y a entre les bus et les transports en commun, c'est que ce n'est pas des lignes droites. Ça veut dire que ces taxibus-là auront pour obligation de se promener dans les quartiers. C'est-à-dire qu'ils vont aller d'un quartier à l'autre, comme ça, pour aller dans leur point. Ils vont faire des zigzags. Le temps est un peu plus allongé, mais tous les 15 minutes, il y a une voiture qui passe. Tout ce que vous avez à faire à côté de chez vous, parce qu'il passe dans votre rue ou la rue de derrière, vous levez la main, il s'arrête, il vous prend, et il vous arrête où vous voulez sur votre chemin. Et ça sera un prix fixe. Ça veut dire que vous prenez pour
3 minutes de trajet ou d'un bout à l'autre du trajet, on va dire par exemple ça va coûter 3 euros. Pourquoi 3 euros? Quand vous prenez un taxi d'un point A à un point B, le plus éloigné chez nous, c'est aux alentours de 15 euros à peu près. Si le 12-15 euros. Donc si vous prenez 4 personnes à 3 euros, ça fait 12 euros d'un point A à un point B. Donc c'est comme si le taxi s'était fait rembourser ses frais. Mais comme les personnes vont arrêter, monter dans le trajet, il y aura des personnes qui vont s'ajouter en plus et qui vont bien gagner leur vie. Et cette bille-là, on pourra le partager avec les subventions qui vont donner, bien entendu pas subventions, mais les cotisations qui vont donner à la mairie. Une, on va rendre service à la population. Deux, on va créer de l'emploi. Et trois, on va enrichir la ville. Voilà, je pense que c'est une bonne chose. Et sur toute la France, imaginez ça. Bah, imaginez le nombre d'emplois qu'on va créer. Énorme. Donc, pour résumer, vous essayez de compléter les insuffisances du système de transport en commun par des transports privés. C'est correct? Exactement, exactement. Alors, il y aura des appels d'offres, hein, comme tout commerce. Donc, les maires, les circonscriptions dans lesquelles on se trouve, on lancera des appels d'offres. On dira, voilà, qui se présente à quel prix, combien vous mettez sur la table pour prendre le marché. Celui le plus offrant viendra prendre le marché, bien entendu. Et tous les ans ou tous les 2 ans, on renouvellera cet appel d'offres qui fait qu'on fera marcher la démocratie, également comment dire ça, euh, la vie dans les quartiers. Et je pense que tout le monde sera gagnant dans cette histoire-là. Et effectivement, j'insiste pour le fait que ce soit privé, parce que souvent le privé, on arrive à se proposer un service de meilleure qualité que parfois dans le public. Bien. Dans un dernier point, vous envisagez de rendre anonymes les sondages sur les intentions de vote jusqu'à un mois avant les élections. Est-ce que vous pouvez donner des précisions, s'il vous plaît? Oui, 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 oui. Regardez, je vais vous donner un exemple tout simple. Nous arrivons dans les élections présidentielles, qui sont passées il y a à peine quelques mois. Dès lors que l'on présente un candidat, quel que soit le candidat, avec 1%, 2% d'intention de vote, cette personne est foutue d'avance. Parce que personne ne va voter pour lui, parce que les sondages ont dit qu'il avait 1 ou 2%. Pourtant, moi, je considère les sondages comme l'horoscope. Personne n'y croit, mais tout le monde regarde, et ça influence notre vie. En l'occurrence, ça influence la vie des personnes qui se présentent. On ne donne pas la chance à des personnes indépendantes, comme moi par exemple, de dire il a peut-être ses chances, le gars. Il faut qu'il y aille. Et dès le départ, on lui met des boulets dans les jambes, on dit vas-y, me cours avec ça. Quand une personne, on lui dit vous avez 30% de chances de gagner, et l'autre, il a été estimé à 2-3%, c'est clair. J'ai jamais vu la balance se renverser. Quand on annonce un mois à l'avance ce qui va se passer, un mois après, plus ou moins, c'est ce qui se passe. Donc, je souhaite que tous les sondages ne soient pas interdites, mais ne pas diffuser sur les antennes de télé, de la radio ou de la presse écrite. Ça n'empêche pas que chaque parti politique pourra faire ses sondages et les publier sur leur propre site. Et je serais curieux de savoir si les sondages d'un parti à l'autre sont les mêmes.